Le 17 mai 2026, nous sommes dans la 5e année et au 82e jour depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue et salutations pour ce rapport de situation. Nous allons étudier de nombreux sujets intéressants. Nous allons examiner une attaque contre Moscou qui frappe en plein cœur de la Russie. Nous verrons également comment les attaques à longue portée prennent désormais le dessus. Nous allons voir des attaques en Crimée, également avec des drones qui tirent des missiles, ainsi que quelques navires qui ont été touchés. En même temps, nous allons également voir ce qui a changé du côté ukrainien, ainsi que bien d'autres choses. Restez avec nous, c'est extrêmement intéressant. Mais avant de commencer, juste une petite remarque. Nous avons lancé une nouvelle collecte de dons avec de nombreux autres youtubeurs allemands pour protéger le ciel ukrainien, surtout dans les zones civiles. Le lien se trouve en haut de la description de la vidéo ou bien accessible ici via ce QR code. Si vous souhaitez faire un don, cela ne peut se faire que par carte et non par PayPal. Il n'y a pas d'autre possibilité. Certains spectateurs m'ont envoyé de l'argent sur PayPal et demandé un transfert par carte, ce qui n'est généralement pas un problème. Le problème, c'est que lorsque vous m'envoyez de l'argent sur mon compte PayPal, je dois le déclarer aux impôts, car cela est considéré comme un revenu. Et après la déduction de plusieurs types d'impôts ici et des frais de transaction PayPal, il ne reste plus grand-chose à la fin. Et je ne peux pas remettre chaque don à sa valeur initiale de ma poche, car pour être honnête, je suis un étudiant fauché. Mais tout ce qui est arrivé jusqu'à présent sur mon compte PayPal, avec la demande de le reverser, je vais bien sûr le remettre à sa valeur initiale et l'inclure comme partie de mon propre don. Alors qu'en Crimée occupée, la saison touristique est censée commencer officiellement, de nombreux secteurs côtiers ressemblent désormais à des positions de défense avancées. Les troupes russes ont placé des dents de dragon sur plusieurs plages, ou comme je les appelle, des dents de lait de dragon. Voici une image pour montrer leur apparence. Ce sont des obstacles en béton destinés à empêcher d'éventuels débarquements avec lesquels ils ont fortifié militairement des pans entiers du littoral, parmi lesquels se trouvent quelques touristes, ou des habitants qui profitent ici du beau temps. C'est particulièrement remarquable en Crimée. Moscou essaie depuis des années de présenter la péninsule comme une partie sûre et entièrement contrôlée de la Russie. Le tourisme a toujours joué un rôle important à cet égard. Mais des images de plages remplies de fortifications détruisent bon précisément ce récit et montrent aussi qu'ils s'attendent à ce que les Ukrainiens veuillent effectuer ici des débarquements amphibies à grande échelle. Personnellement, je trouve cela un peu réaliste. Mais comme je l'ai dit, de telles mesures ne naissent pas sans raison. La Russie s'attend évidemment, du moins en théorie, à des attaques contre les infrastructures côtières, à des actions de sabotage, ce qui s'est déjà produit par le passé, ou encore à des opérations amphibies. Dans la région de Belgorod, la Russie a de nouveau touché sa propre population avec une bombe qui s'est écrasée. Selon les rapports, la bombe a frappé une maison d'habitation et tué l'un des habitants. De tels incidents se produisent désormais régulièrement. Tellement régulièrement qu'ils ne peuvent plus vraiment être considérés comme des exceptions. C'est, je crois maintenant, quelque part le 15e ou 16e cas dont je parle personnellement ici dans un rapport de situation, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus passés inaperçus. La raison vient de la façon dont les Russes utilisent ces bombes. Les chasseurs russes les larguent souvent bien loin du front, afin que les avions ne se retrouvent pas à portée de la défense anti-aérienne ukrainienne. C'est ainsi que surviennent souvent des largages ratés ou des défaillances, alors que les bombes sont encore au-dessus du territoire russe. Ce qui est absurde, c'est que Moscou accepte manifestement ce risque en toute connaissance de cause. Dans des cas précédents, il a été avancé, en substance, que les habitants ne devraient tout simplement pas vivre dans la zone de largage. C'est quasiment admettre que protéger les avions russes prime sur la sécurité de leur propre région frontalière. Pour Belgorod, la situation devient totalement paradoxale. La région est devenue une base arrière pour la guerre contre l'Ukraine, mais cela provoque désormais des explosions régulières, des évacuations et des bombardements. Après l'attaque de drones contre les stations de transbordement, des vidéos montrent un immense incendie sur le site. Plusieurs parties de l'installation semblent touchées. La proximité avec la région de Moscou est aussi préoccupante. La Russie protège désormais cette zone plus que toute autre partie du pays. Pourtant, d'autres drones y frappent encore. Et pas seulement contre des cibles militaires, mais aussi contre des infrastructures critiques. Le problème pour Moscou est le suivant. Chaque nouvel impact montre que même la plus grande concentration d'efforts de défense aérienne russe ne garantit plus un contrôle total. Et il y a encore plus à entendre à ce sujet. Des drones ukrainiens ont cette fois atteint jusqu'à Zelenograd, donc dans une zone qui fait déjà officiellement partie de Moscou. Des vidéos montrent la défense aérienne russe active au-dessus de la capitale, tandis que des débris et drones abattus causent des dégâts au sol. Ce problème devient un dilemme croissant pour la Russie.
Plus la défense aérienne opère de manière agressive au-dessus des zones densément peuplées, plus le risque pour sa propre infrastructure et sa population augmente. Même les drones interceptés ou les débris qui tombent quelque part et, pour une raison quelconque, font exploser des dépôts de pétrole entiers, causent donc d'importants dégâts. De la même manière que les missiles de défense aérienne russes qui, une fois de plus, touchent un immeuble résidentiel, parce que, pour une raison quelconque, ils n'abattent jamais les drones avant la ville, mais seulement une fois qu'ils sont dans la ville. Mais nous y reviendrons plus tard. Et politiquement, cet endroit est déjà explosif en soi. Pourquoi donc ? Zelenograd ne se trouve pas quelque part dans une zone frontalière, mais pratiquement dans le noyau élargi du pouvoir russe. Le fait qu'une alerte y soit désormais déclenchée régulièrement change considérablement la perception de la guerre à l'intérieur de la Russie, et c'est important. Mais à Moscou ou près de Moscou, plusieurs drones ont également été aperçus et parfois abattus, bien sûr au-dessus de la tête des habitants et non aux abords de la ville, comme le feraient des forces armées normales. La défense aérienne russe près de Moscou a vécu une journée très difficile, car des drones ukrainiens ont percé l'anneau de défense de la capitale en plusieurs points simultanément. C'est la ville la mieux défendue de Russie, et même l'endroit le mieux défendu, juste après la villa de Poutine. Si des drones frappent ici et causent des dégâts, alors plus aucune autre ville n'est en sécurité. Et ils le savent aussi. Zelensky a également défendu ouvertement les récentes attaques ukrainiennes à longue portée dans la région, et il l'a exprimé de manière inhabituellement claire. Il a expliqué que ces attaques sont la réponse directe aux attaques russes continues contre les villes ukrainiennes. Il a aussi souligné que les drones et missiles ukrainiens peuvent désormais atteindre même les zones les plus protégées de Russie, ce qui est très gênant pour le Kremlin. Moscou est un centre de pouvoir imprenable où la Russie concentre une grande partie de son architecture de sécurité. Et pourtant, des drones ukrainiens pénètrent dans l'espace aérien là-bas. Zelensky tente maintenant d'en tirer un capital politique. Le message essentiel est le suivant. Tant que la Russie attaque des villes ukrainiennes, la Russie elle-même ne connaîtra plus de tranquillité totale dans son propre arrière-pays et surtout plus autour de sa capitale. La guerre devient de plus en plus un échange de frappes sur des zones stratégiques situées loin derrière les lignes. Au sein du premier corps de la garde nationale ukrainienne Azov, un nouveau régiment pour les systèmes sans pilote a été créé, le 41e. Le 41e régiment Pilum, l'unité, est issue d'une unité déjà existante de la taille d'un bataillon et vise à étendre considérablement l'utilisation des drones et des technologies de drones. Surtout contre la logistique russe, les positions arrière et les chaînes d'approvisionnement. C'est très intéressant sur le plan militaire, car l'Ukraine institutionnalise de plus en plus la guerre des drones. Au début, de nombreuses unités de drones étaient encore composées d'équipes improvisées ou de groupes spécialisés individuels. Entre-temps, cela a donné naissance à un régiment complet avec sa propre structure, son commandement et des domaines de responsabilité clairement définis. Vous souvenez-vous encore du début de la guerre ? Un pilote par bataillon, puis parfois tout un groupe. Peut-être même tout un peloton de drones, une compagnie de drones, qui faisait néanmoins toujours partie d'une unité plus grande et lui était subordonnée. Et maintenant, nous voyons ici des unités de drones entières de la taille d'un régiment dont la mission principale est le combat de drones et rien d'autre. C'est vraiment étonnant de voir à quel point cela s'est développé en si peu de temps. Je veux dire, ici, beaucoup d'expériences se sont accumulées, beaucoup de choses que l'on a vécues et tout simplement beaucoup d'erreurs que l'on veut corriger de cette manière. Et maintenant, tout cela passe justement des petites unités spéciales vers de grandes formations, ce qui est assez intéressant. Je me demande comment cela va évoluer. Peut-être verrons-nous un autre changement radical à l'avenir, mais pour l'instant, il faut gagner de l'expérience avec cela. Pour nous, en Allemagne, c'est très pertinent, car nous pouvons apprendre de cette guerre et constater que ce qui marche chez les Ukrainiens peut aussi fonctionner chez nous. Avant que nous ne commencions à réfléchir de notre côté, sans prendre en compte les retours d'expérience d'une véritable guerre. L'Ukraine a de nouveau mené une série d'attaques coordonnées à longue portée et de précision contre des cibles militaires russes. Ont été touchés un navire de garde-frontière à Kaspisk, un système de défense anti-aérienne Tor M2 à Luhansk, un nœud de communication de la flotte de la mer Noire en Crimée, ainsi que plusieurs cibles logistiques et de commandement dans le Donbass. Comme précédemment, les attaques ont ciblé la structure de la guerre russe. Communication, ravitaillement, défense anti-aérienne, carburant et niveau de commandement, pas seulement des véhicules ou des poses isolées. Le coup porté contre un nœud de communication très protégé de la flotte de la mer Noire est particulièrement significatif. Ces installations sont cruciales pour la coordination, la transmission de données et le commandement. Si elles sont perturbées ou endommagées, des problèmes surviennent bien au-delà du lieu d'impact immédiat.
Les attaques contre les trains de carburant et les dépôts de carburant, de lubrifiants et de matériel montrent également une direction claire. La Russie a besoin d'énormes quantités de diesel, de lubrifiants et de pièces de rechange pour rester en mesure de se déplacer rapidement. Plus un nœud logistique est touché souvent, plus la pression augmente sur les voies de transport et l'approvisionnement. S'ajoute à cela la chasse au poste de commandement. Si effectivement des membres du personnel de commandement ou des états-majors de brigade sont touchés, il ne s'agit plus ici de pertes matérielles. Ces frappes accentuent l'incertitude dans la chaîne de commandement, forçant des déplacements plus fréquents, une communication plus prudente et des décisions plus lentes. Finalement, cela crée un schéma de plus en plus clair. L'Ukraine essaye non seulement de combattre les forces russes sur le front, mais aussi d'attaquer systématiquement les rouages des opérations russes. Cette séquence est aussi très intéressante, montrant pour la première fois la vue d'une caméra embarquée d'un FB-1 ukrainien bzw. FB2 Kampfdrohne qui montre le tir de roquettes air-sol non guidées, lors de l'attaque précédemment évoquée contre le nœud stratégique de communication de la flotte russe en mer Noire, en Crimée. Cela modifie aussi le rôle du système, car il s'agit à l'origine de drones kamikazes. Le drone ne sert donc plus uniquement d'arme de précision à usage unique, mais devient une plateforme de lancement mobile capable d'engager des cibles à distance sans se sacrifier immédiatement. La Russie équipe maintenant ses navires de guerre de filets anti-drones, après les sous-marins vus récemment. Cette mesure répond à la hausse des attaques ukrainiennes sur sa flotte dans les ports. En voyant les images, on constate combien la guerre navale a évolué. Avant, les grands navires représentèrent la supériorité militaire. Aujourd'hui, même les navires coûteux doivent être protégés par des filets contre des drones bon marché. Merci à tous les abonnés, membres et à l'Olgu Crew. Merci au lieutenant-colonel Renneke, Assiliat Tiff Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.